Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de votre émission, ce soir, mesures anti-dumping et grand emprunt national. En première partie de l'émission, nous revenons sur cette grande première, l'enquête visant les importations de tapis de 3 pays en particulier, la Chine, l'Égypte et la Jordanie. Les contours de cette démarche de sauvegarde, ses objectifs et l'avenir des autres filières autres que les tapis, nous en discutons en compagnie de Fatem Zahra Alaoui, la directrice générale de l'AMIT, l'Association marocaine des industries textiles et de l'habillement. Ensuite, et dans une perspective macroéconomique, le professeur Fouzi Mounji de l'université Hassan II de Casablanca nous expliquera en détail le pourquoi du comment de ce grand emprunt national qui serait dans le pipe pour 2021. Bienvenue à tous. Les importations de tapis et autres revêtements de sol en matière textile à fabrication mécanique originaires de Chine, d'Égypte et de Jordanie font l'objet d'une enquête anti-dumping. Elle a été lancée par le ministère de l'Industrie et du Commerce sur une requête de l'AMIT, l'Association marocaine des industries du textile et de l'habillement. Les détails avec Ala Benani. Le dispositif de défense commerciale contre les importations de tapis est en marche. Les produits visés sont originaires de Chine, d'Égypte et de Jordanie. Ils font actuellement l'objet d'une enquête anti-dumping. Cette dernière permettra à l'État d'intervenir contre le dumping qui, rappelons-le, est une concurrence déloyale qui inflige un dommage important à la branche de production nationale. C'est le cas justement pour les produits de textile, notamment les tapis, puisque d'après l'AMIT, l'Association marocaine des industries du textile et de l'habillement, certains fabricants de tapis marocains ont été contraints de cesser définitivement leur activité ou de casser leur prix, et ce à cause de l'accroissement massif des importations. À la suite de cette enquête, des droits anti-dumping pourraient être appliqués aux importations de tapis afin de protéger les filières de production nationale. Rappelant que des mesures de sauvegarde sont appliquées sur les importations de textiles en provenance de Turquie depuis 2020, selon un accord de libre-échange entre le Maroc et la Turquie datant de 2018. Il y a aussi l'accord de libre-échange d'Agadir avec l'Égypte et la Jordanie. Cela dit, le Maroc n'a pas encore conclu d'accord commercial avec les Chinois. On rappellera enfin que la loi de finances 2021 prévoit une hausse des taux de droits de douane de 25% à 40% sur les produits finis de consommation. Et avec nous depuis Casablanca, Fatem Zahra Alaoui, directrice générale de l'Association marocaine des industries de textile et de l'habillement, l'AMIT. Bonsoir Fatem Zahra Alaoui. Bonsoir. Donc une enquête anti-dumping sur les tapis importés. Qui est concerné et en fait, cette filière, qu'est-ce qu'elle pèse? De quel chiffre d'affaires et de combien d'opérateurs s'agit-il? Alors, c'est une filière qui compte aujourd'hui malheureusement seulement 3 opérateurs qui sont en activité. Nous en avons perdu à peu près la moitié sur les 5-6 dernières années et 2 opérateurs pour l'année 2017 seulement. Donc c'est une filière qui, clairement comparée à l'habillement, ne pèse pas beaucoup, mais ça reste une filière qui est importante et qui revêt un caractère historique et traditionnel par rapport au savoir-faire marocain dans l'industrie du tapis. Très bien, donc parlons à présent des étapes de cette démarche. Comment les professionnels se sont-ils organisés pour justement mener à bien cette opération de sauvegarde? En tout cas, cette requête qui a été déposée auprès du ministère de l'Industrie et du Commerce. Alors c'est une requête qui a été déposée récemment, mais qui est le fruit d'un travail qui remonte à 2017. L'AMIT, en 2017, avait saisi le ministère de l'Industrie pour mettre en place une mesure de défense commerciale pour l'industrie du tapis notamment. Et c'est à ce moment-là que nous avons, avec le ministère, décidé d'activer la clause de défense commerciale qu'il y avait dans l'accord de libre-échange avec la Turquie pour apporter une protection à l'industrie du textile dans sa globalité. Seulement, on s'est rendu compte à partir de 2018, au moment de la mise en place de ces mesures d'ajustement sur l'accord avec la Turquie, qu'on a observé une substitution au fait des importations turques par des importations de 3 origines différentes qui sont la Chine, la Jordanie et l'Égypte,
des importations qui ont augmenté de manière très significative sur cette période-là, ce qui nous a amené à amorcer cette démarche d'anti-dumping contre ces 3 pays qui a donc abouti récemment à la fin de l'année dernière, donc à fin 2020, auprès du ministère de l'Industrie. Et concrètement, comment l'État, à travers bien sûr le ministère de l'Industrie, comment peut-il opérer? Donc une enquête a été ouverte. Qui est concerné par cette enquête? Et en gros, est-ce qu'on peut aujourd'hui vraiment aspirer à ce qu'il y ait des résultats concrets par rapport à cette enquête qui a été ouverte pour protéger ces producteurs de tapis marocains? Alors aujourd'hui, la requête a été amorcée par 2 entreprises actives dans le secteur aujourd'hui, qui ont donc déposé cette requête à l'encontre d'importations en provenance des 3 pays qui ont été mentionnés tout à l'heure. Donc le chiffre aujourd'hui, pour que le ministère accepte une requête, il faut que les chiffres soient concluants. On observe aujourd'hui, sur la période 2017-2019, une explosion des importations en provenance de ces 3 pays. Donc pour vous donner un ordre d'idée, si on prend les chiffres des importations en provenance de ces 3 pays pour 2017, on était à peu près à 900 000 mètres carrés d'importation. En 2019, ce chiffre est monté à 2 millions de mètres carrés. Donc ça vous donne ces importations ont été multipliées par plus de 2,2 fois par rapport à 2017 en l'espace de 3 ans. Et on observe une explosion des importations, notamment en provenance de l'Égypte, qui a vu ses chiffres multipliés par 2,5, et surtout la Jordanie, dont les chiffres ont été multipliés par 6,5. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on voit cette explosion. Donc nous avons été en mesure de démontrer l'explosion des importations et le préjudice que cela a sur la branche nationale, ce qui justifie que le ministère de l'Industrie ait accepté cette requête et qu'il l'ait ouverte. Donc aujourd'hui, les prochaines étapes, ce sont effectivement la distribution de questionnaires pour collecter les données et démontrer justement les pratiques de dumping qui sont pratiquées par ces pays qui sont concernés par la requête. Alors, ces pays qui sont concernés par la requête, il y a bien sûr l'Égypte, la Jordanie, avec lesquels le Maroc a déjà scellé un accord commercial dans le cadre des accords d'Agadir. Il y a aussi la Chine. Cela dit, on l'a dit dans le papier qu'on a suivi tout à l'heure, la Chine et le Maroc, certes, ont plusieurs accords de coopération, mais il n'y a pas vraiment d'accord commercial comme celui des accords d'Agadir ou encore l'ALE de la Turquie. Comment, justement, comptez-vous vous y prendre, pour la faire simple, avec les Chinois? Alors avec les Chinois, ce qui va se passer, c'est que si la requête aboutit, aujourd'hui les importations chinoises sont soumises à un droit de douane de 40%, comme ça a été mentionné tout à l'heure dans le reportage. Ce qui va se passer, c'est que si la requête aboutit, un taux complémentaire va être appliqué à ces 40% qui sera lié à un calcul qui sera fait par les équipes du ministère par rapport justement à l'ampleur du dumping qui est pratiqué sur le marché marocain. Donc le droit de douane va être augmenté d'un certain pourcentage pour justement renforcer la protection de l'industrie nationale face aux importations en provenance de Chine. Parce que finalement, vous le dites bien, c'est l'ensemble de la production nationale, n'est-ce pas? Les tapis, bien sûr. Il y a d'autres articles, même d'artisanat, qui sont importés de Chine. Selon vous, Fatem Zahra Alaoui, en tant que représentante de l'AMIT, quelles seraient les autres filières qui suivraient pour justement sauvegarder cette production nationale? Alors pour nous, pour le secteur, le tapis est peut-être la première filière. Les suivantes, on va probablement amorcer une démarche aussi au niveau des tissus d'ameublement parce que nous avons également besoin de protéger cette filière contre les importations en provenance des pays concurrents. Sur la partie habillement, c'est plus compliqué parce que les règles de l'OMC nécessitent certaines conditions à remplir pour pouvoir déposer une requête. Nous avons une filière qui est très fragmentée, donc il est difficile effectivement d'avoir une représentativité en termes de données, en termes de chiffres. C'est pour ça que pour l'instant, sur la partie habillement, nous n'avons pas encore réussi à amorcer une démarche de défense commerciale sur cette filière-là.
même par rapport aux produits importés de Turquie, parce que les taux sont amenés à changer, n'est-ce pas? Alors les taux sont amenés à changer par rapport à la Turquie parce que nous avons obtenu un amendement complet de l'accord de libre-échange. Donc aujourd'hui, nous avons une liste négative qui est au fait celle qui avait déjà été mise en place en 2018 et qui a donc été reconduite sur une période de 5 ans à partir de cette année, reconductible encore une fois. Et dans cette liste négative, nous avons listé tous les produits, où nous avons inclus tous les produits, ce qu'on appelle nous des produits finis textiles, donc qui portent à la fois sur le textile de maison, le tissu d'ameublement, les couvertures, les tapis, mais également les produits d'habillement. Donc la réforme que nous avons apportée sur l'amendement, sur l'accord de libre-échange avec la Turquie couvre l'ensemble de l'industrie textile. Très bien. Je voudrais terminer avec vous, Fatem Zahra Alaoui, par une vision globale du secteur dans le cadre de cette stratégie de substitution des importations lancée par le ministère de tutelle. Alors, quelle est votre stratégie en tant que professionnel du textile, en sachant que, rappelons-le, le chiffre d'affaires du marché local a été quasiment doublé en 5 ans, ou en tout cas devrait être doublé d'ici à 2025, passant à 90 milliards de dirhams en 2025. Comment, selon vous, comment l'association voit-elle cette stratégie? Alors, c'est une stratégie sur laquelle nous sommes totalement alignés parce que si on reprend la crise que nous venons de vivre, une des défaillances de notre secteur porte sur l'intégration de la filière. Nous importons énormément de nos intrants de pays étrangers. Et donc notre filière textile souffre d'un manque d'intégration en fait. Et cette stratégie de substitution aux importations qui a été mise en place par le ministère de l'Industrie vient justement renforcer l'intégration de la filière en mettant en place donc une banque de projets sur laquelle nous avons travaillé avec le ministère pour investir dans les différents maillons de la chaîne de valeur et augmenter notre production d'intrants au niveau local pour permettre une meilleure intégration du marché local, ce qui permettra à la fois d'améliorer la réactivité, la qualité et la diversité de l'offre sur le marché local. Donc cette intégration va venir en complément de toutes les autres mesures de protection qui ont été mises en place, notamment dans le cadre de la loi de finances, l'augmentation des droits de douane, l'amendement de l'accord de libre-échange avec la Turquie. Tout ça va venir recréer des règles de concurrence plus saines au sein du marché local et permettre à nos industriels de se réapproprier leur marché local et donc de développer leur part de marché sur le marché domestique. Et la même logique s'applique à l'export. Aujourd'hui, avec la crise, on assiste à une reconfiguration, on va dire, de la cartographie de sourcing mondiale, où les donneurs d'ordre sont à la recherche de davantage de sourcing de proximité pour mieux gérer leurs stocks et leurs inventaires. Donc le fait qu'au Maroc, on développe une industrie dans l'amont, où on développe une offre amont, permet une meilleure intégration de la filière et donc une meilleure réactivité, une meilleure flexibilité pour répondre également à la demande des donneurs d'ordre étrangers, sachant que dans les projets ou dans la banque de projets qui a été mise en place, il y a également des projets dans ce qu'on appelle nous la durabilité ou la sustainability, la production propre, qui permettra également de répondre à la demande internationale de plus en plus importante sur tout ce qui est production éco-responsable, réduction de l'empreinte carbone, etc., pour améliorer la réactivité et la compétitivité de nos exportations à l'export également. En 2 mots, pour terminer vraiment, dans bien sûr la foulée de cette dernière question, on parle souvent d'une défaillance entre le rapport qualité-prix pour les produits marocains. Qu'en dites-vous? Est-ce qu'il y a également une stratégie dans ce sens pour améliorer? Vous avez parlé de beaucoup d'améliorations. Qu'en est-il de la qualité, Fatem Zahra Alaoui, brièvement? Je pense que le débat sur la qualité est un faux débat. Le Maroc est l'un des principaux exportateurs d'habillement vers l'Europe. Il est inconcevable qu'on soit en mesure d'exporter
nos produits, mais qu'on n'arrive pas à les placer sur le marché local. La qualité est là. Il nous manquait les conditions de concurrence saines sur le marché local. Il y a eu plein de mesures qui ont été mises en place justement pour rétablir un environnement concurrentiel plus sain et plus équilibré. Donc nous n'avons aucun doute sur la capacité de nos industriels à mettre sur le marché des produits de qualité avec un bon rapport qualité-prix et qui répondent aux attentes et aux besoins du consommateur marocain. Merci beaucoup Fatem Zahra Alaoui, directrice générale de l'Association marocaine des industries de textile et de l'habillement, d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Et en cette seconde partie de questions écho, devant un déficit budgétaire de plus en plus large et un besoin pressant de financer l'économie nationale, l'exécutif souhaite réactiver une des cartes les plus salvatrices, celle de l'emprunt national. Retour avec Ala Abnani sur les contours de cette opération, de ce concept et son historique. Tout laisse à croire qu'un grand emprunt national devrait être lancé en 2021. Le ministre de l'économie et des finances, Mohamed Ben Chaboun, l'a d'ailleurs évoqué tout récemment lors d'une interview en mettant l'accent sur le côté solidaire de cette action. Mais en quoi consiste un emprunt national? À se servir tout simplement de l'épargne accumulée par les ménages, les institutionnels et les entreprises pour l'injecter dans le circuit de l'économie. Il est souvent lancé lorsque les finances publiques sont maigres et que l'État a du mal à emprunter sur les marchés internationaux. Selon Ben Chaboun, ce projet d'emprunt national ciblera exclusivement les personnes physiques résidentes et non résidentes, y compris les Marocains résidant à l'étranger. Ces derniers pourront contribuer avec en contrepartie la possibilité de bénéficier d'un produit intéressant en termes de rémunération, de sécurité et de liquidité. Une fois les grandes lignes de cet emprunt national fixées, une grande campagne de communication sera organisée pour inciter les citoyens à agir. Il est à rappeler que le Maroc avait déjà eu recours par le passé à l'emprunt national pour financer de grands chantiers comme la construction des barrages. Les deux premiers grands emprunts nationaux ont été lancés par feu le roi Hassan II en 1975 puis en 1985 pour subvenir à des besoins urgents de la nation. Et avec nous depuis Casablanca, le professeur Fawzi Mourji, professeur d'économétrie à l'université Hassan II de Casablanca. Bonsoir, professeur Mourji. Bonsoir. Grand emprunt national. Alors, comment cela marche? Quelles sont les modalités de cette opération, professeur? Alors, si vous permettez, il est peut-être utile de définir le concept. En fait, l'emprunt national est une opération à l'aide de laquelle les autorités publiques mobilisent des fonds auprès du grand public. Donc, mobiliser l'épargne nationale. Maintenant, on peut discuter des avantages que cette opération comporte. D'abord, signaler que l'emprunt national est une opération exceptionnelle, donc qui n'est pas répétitive dans le temps. Donc, à situation exceptionnelle, réponse ou stratégie exceptionnelle. Moralité, l'emprunt national va permettre à l'État de mobiliser des fonds à côté des autres leviers, le levier principal étant normalement la fiscalité, mais nous sommes d'abord en situation particulière où les dépenses sont très élevées, les dépenses attendues, d'abord pour soutenir les ménages et la catégorie des entreprises qui ont le plus pâti des conséquences des mesures prises pour réduire la propagation, en entendant par là les mesures restrictives, notamment le confinement. Il va falloir également dépenser pour faciliter la relance. Conséquence, les recettes fiscales habituelles ne permettent pas de faire face à cette ampleur de la dépense, encore qu'il faut ajouter qu'étant donné l'atonie de la croissance économique, les recettes sont en plus en tendance baissière. Très bien, professeur Mourji, juste, je me permets de vous interrompre si vous le permettez.
Oui, il est clair que pour situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, mais qu'en est-il de cette opération? C'est-à-dire que vous dites que la conjoncture est difficile et de l'autre côté, on va demander aux citoyens de participer à financer ces besoins qui sont en baisse, enfin en tout cas à cause des recettes. Comment? En tenant compte de la conjoncture difficile. Eh bien, comment c'est... J'étais en train de dire qu'il faut compléter les autres leviers de mobilisation des ressources que peuvent être l'endettement intérieur et extérieur. Et donc, l'emprunt national viendrait, de mon point de vue, compléter les besoins de financement du Trésor, notamment dans la composante investissement de long terme. Alors, l'idée étant que cet emprunt est à maturité longue, et doit permettre une bouffée d'oxygène pour le budget, le trésor de l'État, c'est-à-dire que les remboursements ne se font pas dans le court terme. Et cette bouffée d'oxygène a d'autant plus d'intérêt qu'on laisse le temps aux investissements structurants de générer des ressources, des richesses, qui elles-mêmes vont permettre de générer des richesses et des recettes fiscales pour pouvoir rembourser l'emprunt en question. Très bien. Alors, professeur Morgi, est-ce que cela risquerait d'avoir un impact sur l'épargne du citoyen marocain, ce grand emprunt national? Vous avez tout à fait raison de poser la question de cette manière. De mon point de vue, les configurations qui ont été annoncées sont tout à fait louables du point de vue, j'allais dire, opérationnel. Maintenant, il y a des préalables et l'un des préalables consiste à savoir que la population marocaine est segmentée. Il y a une catégorie d'individus ou de ménages qui ont tellement souffert de la crise qu'ils n'ont pas d'épargne à pouvoir placer. Et il y a une catégorie de ménages à même évidemment, avec des segments distincts, à même de pouvoir contribuer à l'emprunt national en question. Maintenant, les conséquences que ça peut avoir, c'est idéalement, c'est qu'une sorte de réallocation de l'épargne oisive vers une épargne utile socialement, c'est-à-dire les bas de laine ou l'épargne dormante sur des comptes courants non rémunérés, et difficilement prévisibles quant au retrait auquel ils peuvent donner lieu. Ça serait une épargne qui va dans un emprunt de long terme qui, dans l'usage, est idéalement destiné à des investissements structurants et suffisamment attractif pour les ménages comme moyen de placement des fonds dont ils disposent. En tout cas, la catégorie des ménages qui a une épargne disponible. Et en deux mots, si vous permettez, l'idée serait, encore une fois, le préalable consisterait à faire une sorte de sondage pour déterminer les catégories sociales à même de pouvoir contribuer, donc qui ont une épargne latente, disponible, et ce qu'elles pourraient attendre comme profil. Parlons des détails justement de cet emprunt. On parle de quel taux, pour quelle maturité, et quels sont les montants avec lesquels justement, peut-être un seuil de montant pour adhérer à ce grand emprunt national? Je crois que vous avez mis le doigt sur un aspect important qui, de mon point de vue, relève des préalables que j'ai essayé d'évoquer tout à l'heure, à savoir segmenter la population, déterminer les capacités d'épargne des individus. Alors, pour ce qui est de la maturité, je crois qu'elle peut difficilement être modifiable. A priori, ça doit être un emprunt de long terme, 10, 15 ans, voire peut-être 20 ans, pour encore une fois permettre aux investissements structurants de donner lieu à de la production sur laquelle vont être basées des recettes fiscales dans l'avenir qui permettront le remboursement. Maintenant, pour ce qui est du libellé des tranches de cet impôt, encore une fois, de mon point de vue, le mieux, c'est de savoir
ces segments de la population, quelles sont leurs capacités. Parce que si vous voulez un montant très élevé par tranche, ne susciterait pas suffisamment pourrait laisser de côté une partie de la population susceptible de contribuer. Moralité, on peut même imaginer des coupons dont le montant nominal ne serait pas le même selon la population à laquelle il serait adressé. Alors évidemment, il n'est pas question de les multiplier. On peut imaginer 2 montants minimaux, un mettant de 3 000 dirhams et l'autre de 2 000 dirhams. Je vous dis des idées comme ça à bâton à chaud, mais encore une fois, de mon point de vue, comme on le fait dans d'autres domaines, il est bon de sonder la population et non pas de réfléchir dans un bureau en ayant une configuration qui peut paraître logique, structurée, mais qui ne répond pas, qui n'est pas adaptée aux attentes de la population. Conséquence, il me semble qu'il est souhaitable, en tout cas pour la composante ménage, d'opérer une investigation qui permet de savoir à combien et à quelles sont les attentes en fait des ménages et leur capacité de souscription. Quant à la composante institutionnelle, je crois que les intermédiaires auxquels il est fait appel, à savoir les banques, les compagnies d'assurance et autres institutions financières, sont à même de dire quelles sont les capacités de financement et de mobilisation des fonds auprès des institutionnels. Et donc là, la question de l'information préalable se pose moins. Exactement. Et vous le disiez, situation exceptionnelle, donc mesure exceptionnelle. J'ai envie de vous répondre. Opération exceptionnelle et participative surtout devrait avoir une approche participative. Merci beaucoup, professeur Fawzi Mourji, de nous avoir éclairé sur cette opération de grand emprunt national que s'apprête à lancer le Maroc. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci. Partagé. Voilà, c'est la fin de Question Écho. Très bonne soirée.